Notre couple, il a besoin de moments, il a besoin qu'on le fasse vivre et vibrer aussi. J'ai pris évidemment la décision d'annuler mon mariage une deuxième fois. Et aujourd'hui, on sent que le désir est moins présent, et on se pose et on en parle. En fait, d'où ça vient, pourquoi, qu'est-ce qui me manque. Il faut être créatif pour son couple. Il faut se donner rendez-vous. Ça, c'est très bon. La rupture, l'infidélité, tout ce qui est plus croustillant, fait vendre davantage que ce qui est beau, que ce qui est durable. Bonjour Swazig. Bonjour Aude. Swazig, je vais vous présenter en 2-3 minutes, même si c'est compliqué de présenter tout un parcours en quelques instants. Vous avez une 40aine d'années, vous êtes marié avec Arnaud depuis 20 ans. Et ce qui vous passionne, vous, c'est le couple, ces dynamiques joyeuses, son éternel recommencement. Sans rien cacher, des difficultés, des écueils, vous êtes convaincu que l'amour peut durer toute une vie. Vous êtes experte en bien-être amoureux et vous êtes rédactrice en chef du média Amour Toujours. Alors Swazig, j'ai une première question. Vous êtes convaincu que l'amour dure toute la vie et pourtant le début de votre vie de couple, si j'ai bien compris, n'a pas été un long fleuve tranquille. Votre mari, avec lequel vous êtes marié depuis 20 ans, ça a été un petit peu compliqué au début. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Avec plaisir. Alors, je reprends juste quand vous dites je suis convaincue que l'amour dure toute la vie, peut durer toute la vie. Il y a vraiment cette nuance parce que c'est évidemment la condition Bien sûr. qu'on s'en donne les moyens. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec mon mari justement parce qu'on a eu vraiment, on a conscience qu'on a eu vraiment de la chance de se retrouver tous les deux. En fait, on s'est connus assez tôt, quand on avait 15 ans. Ça a été, en tout cas de mon côté, vraiment un coup de foudre. Le jour où je l'ai vu, je me souviens très bien de ce moment. On était à une réunion de préparation à la confirmation, l'un en face de l'autre. On était dans le même groupe et je me suis dit vraiment, ce jeune homme, je veux que ce soit l'homme de ma vie. Mais vraiment comme ça, alors qu'on s'était à peine parlé. Il avait des très beaux yeux, mais ça ne fait pas tout. Et puis on est devenus amis, on est sortis ensemble à 17 ans. Et puis moi, j'avais déjà à cet âge-là l'envie de m'engager durablement. Donc c'est pour ça que c'est ancré quand même depuis assez longtemps, cette idée d'amour durable. Donc pour vous, c'était l'homme de votre vie Oui, il y avait et pas pas de... une amourette. Voilà, ah non, pas une amourette, je voulais faire les choses bien, sérieusement, vraiment, voilà, j'avais une ligne de conduite assez droite. Et puis, quand je lui en ai parlé, évidemment, au bout de 6 mois d'amourette tous les deux, je lui ai fait peur, ce que je comprends maintenant. Et puis, lui, il a dit, écoute, voilà, moi je t'aime bien, mais là, la bague au doigt, c'est beaucoup trop tôt pour moi. Voilà, donc on a rompu et puis, on a toujours regardé un lien. On se disait meilleurs amis, ce qui était une façon, en fait, de justifier notre relation, notamment auprès des flirts que l'on pouvait avoir. On s'est vus, on s'est écrit beaucoup, on s'appelait régulièrement. Vraiment, il y avait un lien qui était un lien très fort qui était maintenu, toujours avec des sous-entendus. Moi, c'était assez clair, de ma part et il savait à quoi s'en tenir. Lui, c'était voilà, plus des sous-entendus qui faisaient qu'il me gardait toujours dans son champ. Et puis, moi, je me suis engagée, dans des fiançailles. J'ai rencontré un homme et peu avant, j'avais perdu mon père et donc je pense que ça a joué vraiment parce que j'ai eu besoin à ce moment-là, d'une sécurité, extérieure, d'une présence masculine qui me rassure. C'était quelqu'un que j'appréciais, mais finalement, que je n'aimais pas comme on doit aimer quelqu'un avec qui, on veut s'engager. Donc on s'est fiancés et puis 6 mois avant la date du mariage, Arnaud m'a invitée à son gala, il était à l'école militaire. Et là, voilà, je suis complètement retombée sous son charme. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible, je fais fausse route parce que vu ce que là je ressens pour lui, je ne peux pas, me marier dans 6 mois». Voilà, on a rompu, nos fiançailles et puis, j'ai pris un peu de temps et Arnaud, lui, de son côté, était pas vraiment prêt à s'engager. En fait, ses parents, étaient en train de se séparer. Donc ça a joué énormément à ce moment-là, sur la vision qu'il pouvait avoir du couple, du mariage. Il savait que s'il venait avec moi, c'était, quelque part la fin des histoires passées, le début d'une autre, mais le début de la dernière histoire. Donc moi, j'ai décidé vraiment de tirer un trait sur lui. J'ai jeté tous nos souvenirs, voilà, tout ce qui se rapportait à lui. Et puis, dans cet état un peu de latence, je suis retournée vers mon fiancé. J'ai pas su apprivoiser, en fait, la solitude. Donc ce même garçon. Ce même garçon qui m'a rouvert sa porte. Donc on est reparti dans une nouvelle histoire. On a refixé une date de mariage et puis 1 mois avant, la date, Arnaud m'a rappelée et je me suis dit: «Je peux décrocher parce que de toute façon, voilà, je me marie, je suis vraiment vaccinée, il y a aucun problème». Et il me propose qu'on se retrouve, chez lui à l'Armor, chez ses parents même. Donc j'en parle à mon fiancé qui me dit: «Bah oui, vas-y». Et donc on se retrouve et là, il y a eu vraiment une évidence, une fluidité, une complicité, une connivence, qu'on ne connaissait
l'un et l'autre avec personne d'autre. J'ai pris évidemment la décision d'annuler mon mariage Une deuxième fois. une deuxième fois. C'est pas quelque chose que je dis avec fierté, mais c'est quelque chose que je raconte parce que je crois que c'est important, surtout pour les jeunes couples qui vont nous écouter, d'être alerte de ce qu'on se ressent et de pas aller dans une relation par sécurité, par pression sociale. Moi, c'est vrai que je savais que ça sécurisait ma maman aussi, que j'aille dans ce mariage. Il faut réussir vraiment à discerner ce que j'ai trop peu fait, je pense. Et puis, voilà, je suis retournée vers Arnaud, on s'est fiancés, on s'est mariés, on est mariés depuis 20 ans. On a vraiment pris conscience de la chance qu'on avait eue d'être rattrapés comme ça un peu au dernier moment. Donc, voilà, d'où le soin qu'on porte à notre couple. Donc vous avez 4 enfants, même si on va voir que le couple ne se résume pas aux enfants, Oh non. bien au contraire, Mhm. au non. Et puis il y a quelques années, vous, après une vie à la fois familiale bien remplie, parce que votre mari Arnaud est sous-marinier, était sous-marinier. Oui, médecin C'est- sous-marinier. Médecin tout à fait. sous-marinier. Mm. Vous avez une vie familiale et professionnelle également bien remplie. Vous avez Oui. décidé de vous consacrer complètement à une nouvelle aventure. C'est un jour en voiture, pour tout vous dire, j'entends une chanson de Patrick Bruel. C'est sa chanson où il dit à sa femme, s'il te plaît, retiens-moi parce que j'ai croisé cette fille et cette femme et j'ai envie de retenir son nom, j'ai envie de retenir où elle habite, mais retiens-moi parce que en fait je veux le faire, pour nous deux je ne veux pas le faire. Et je me suis dit, oh là, si un jour Arnaud me disait ça, mais j'aurais le cœur brisé. Et puis je me suis dit, Soazic, va un peu plus loin dans ta réflexion. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour que demain ils ne te disent pas ça? Et puis ça a déroulé dans ma tête et je me suis dit, bah en fait, je répertoriais tout ce qu'on mettait en place dans notre vie de couple et qui faisait qu'on était un couple que j'estime solide, complice et pas préservé de l'infidélité. Ce serait bien prétentieux, mais en tout cas, à ce moment-là, sans une réelle crainte. Ça a déroulé dans ma tête et je me suis dit, mais en fait, tellement de couples autour de nous, en fait, pourraient pas avoir une telle assurance sur leur couple. Alors, beaucoup de notre couple d'amis, parce qu'on en parlait, ça pouvait être aussi dans nos familles. Et je me suis dit, ah non, 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 je veux faire quelque chose pour ces couples parce que c'est vraiment dommage. Donc c'était le début de la quarantaine. Exactement, Vous la vous quarantaine. disiez, votre Complètement. entourage, vos amis, des couples amis commençaient peut-être à se poser des grosses questions, à se Ouais, séparer. exactement. Et même commençait à ne plus prendre de temps à deux. Nous, je sais qu'on confiait pas mal les enfants avec Arnaud à nos amis, parce qu'on habitait presque île de Crozon, donc assez isolé, on n'avait pas les familles tout près. Et donc, quand on partait en week-end, on laissait à nos amis et on disait, franchement, donnez-nous, on garde vos enfants la prochaine fois. Et en fait, ça peut nous confier à leurs enfants. Alors, soit parce qu'ils n'avaient pas confiance peut-être, mais je voyais bien qu'ils ne partaient pas. Et je me disais, mais comment ne peuvent-ils ne pas avoir envie de partir ensemble? Enfin, ça me paraissait un peu lunaire. Et donc, on en parlait et voilà, ces couples qui s'essoufflaient, où les enfants, en fait, finalement, avaient pris beaucoup de place. Et les amants étaient devenus des parents. Au départ, ils avaient tout pour durer, tout pour réussir leur couple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, j'ai fait le constat que nous, on avait cette chance d'être suivis toujours par le prêtre qui nous a mariés. Et donc, on le voyait au moins une fois par an. Et à chaque fois, il nous interrogeait. Il nous sortait de notre zone de confort en nous posant des questions. On arrivait toujours en pensant que tout allait bien. Et on repartait, je me souviens, on se faisait la tête pendant 2-3 jours. Moi, j'étais très vexée des questions qu'il avait pu soulever et ce sur quoi il avait mis le doigt. Mais voilà, ça nous a permis d'avancer. Et je me suis dit, en fait, je veux mettre ça au service de tous les couples. Et l'idée m'est venue de ces carnets, de ces rendez-vous en tête-à-tête, guidés Donc par c'est des quoi ces questions. carnets? C'est 12 rendez-vous que vous vous donnez, un par mois. Chaque rendez-vous, il y a un thème. Donc, on a repris vraiment les essentiels de la vie de couple. Et pour chacun de ces thèmes, il y a une quarantaine de questions. Donc, l'idée, c'est vraiment que chacun ait son carnet. On prépare les questions, on y réfléchit avant de se retrouver. On se donne rendez-vous, donc vraiment comme on pouvait le faire dans les débuts. Moi, je crois beaucoup en la force du rendez-vous, même après 15, 20, 25 ans de mariage ou de vie commune. On met la petite playlist, les bougies, la bonne petite bouteille, le dîner. Voilà, on s'est bien habillé, on est vraiment dans du rendez-vous. Et puis, on passe la soirée en fait à débriefer. J'aime bien dire que c'est un peu passer son couple un peu à la machine à laver pour qu'il ressorte vraiment plus propre. C'est pas une thérapie non plus parce que je me positionne pas comme ça parce qu'un couple qui a besoin d'une thérapie, il lui faut quelqu'un d'extérieur, vraiment un professionnel. C'est plus dans l'idée d'un couple qui veut entretenir, qui veut se reconnecter, qui veut se redécouvrir. On a tellement de choses à se dire après 10, 15, 20 ans de vie commune qu'on ne se dit plus, on pense que l'autre ne change pas, on pense qu'on l'aime un peu comme il était quand on l'a choisi, on ne s'interroge pas et c'est tellement riche
Donc, à force de rencontres, de réflexions, d'échanges avec votre mari Arnaud, avec Marie-Lise, qui est psychologue, vous avez défini donc ces 5 clés de l'amour durable. Donc, la première, c'est l'attention à l'autre. Comment ça se caractérise, l'attention à l'autre? C'est Avec c'est amour? c'est plus que ça. C'est vraiment le soin que l'on peut porter à l'autre au quotidien, sur des petites choses. Moi, j'aime beaucoup vraiment, toujours donner des idées ultra simples et efficaces, parce qu'on peut les mettre en place tout de suite, mais elles auront vraiment un impact et elles feront la différence dans votre relation de couple. Donc, par exemple, l'attention portée à l'autre, c'est ce petit message qu'on va penser à mettre dans la journée, soit parce qu'on ne s'est pas vu le matin et que voilà, quand on arrive au boulot, bah, tu dormais encore quand je suis partie, je t'embrasse, belle journée. Ça ne coûte rien. L'autre reçoit ça dans le cœur, ça fait boum, on se dit bah voilà, il pense à moi, on est C'est le petit connecté. texto dans la journée. Bien sûr. Soit comme ça, sans raison, soit avant un rendez-vous important. Vous voyez, ce lien, en fait, qu'on peut vraiment maintenir dans le quotidien, notre quotidien qui sont, pour la plupart de nous tous, à 100 à l'heure. Mais à quel moment j'appuie sur pause et j'ai une pensée pour l'autre. Et puis, on a mis aussi dans cette clé la tendresse. Être attentif à l'autre par nos gestes et par nos mots. C'est aussi bien la tendresse physique, mais aussi la tendresse d'un ordre plus émotionnel, d'un ordre plus psychique. De quelle façon est-ce que je parle à l'autre? De quelle façon, vous parliez du regard. Je le regarde, je la regarde. De quelle façon nos corps sont en contact? Est-ce que le soir, quand on se retrouve, on prend le temps, si ce n'est d'un baiser, d'un câlin, d'une accolade? Ça fait toute la différence. Quand on se promène, se donner la main, qu'est-ce que c'est? On le faisait au début. Pourquoi on ne le fait plus aujourd'hui? Moi, je suis toujours émerveillée, et souvent je les prends en photo, par les couples, alors plus âgés, qui se donnent la main quand ils se baladent. Et ben, souvent, je vois même plus de couples plus âgés qui le font que des couples de notre âge. Un dîner chez des amis. À un moment donné, j'arrive à capter ton regard, je te regarde 30 secondes, je m'en fiche de ce qu'il y a autour, c'est notre bulle, on se regarde 30 secondes. Tu es en face de moi, je te fais un peu de pied sous la table. Ça marche tellement bien. C'est simple, mais c'est dire à l'autre, en fait, je te vois, je sais que tu es là, et en fait, j'ai besoin d'avoir ce lien avec toi. Et puis, au-delà de l'attention à l'autre, il y a le temps Mmh. consacré l'un avec l'autre. Pourquoi est-ce que c'est important de passer du temps l'un avec l'autre et du temps de qualité? Les couples vont vous dire, franchement, on vit dans la même maison, on a les mêmes enfants, on passe tous les week-ends ensemble, donc du temps, tous les 2, on en passe. Mais moi, je vais faire la différence avec le temps que vous partagez tous les 2, et ce n'est pas la même chose, parce que du temps partagé, c'est du temps où on n'est que tous les 2. Donc où il n'y a pas nos enfants, où il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'amis même. C'est vraiment, du temps de qualité, tous les 2. Et pourquoi c'est si important? Parce qu'en fait, ce temps-là fait vivre notre couple. On est bien d'accord que la relation, parent-enfant se construit, se développe parce qu'on passe du temps avec nos enfants. On est là près d'eux, on s'occupe d'eux, on s'interroge sur comment ils vont. Quand ils vont pas bien, on est là. Voilà, comment la relation de confiance, de parentalité se fait. Eh bien, c'est pareil pour son couple. En fait, il faut considérer son couple comme une entité à part entière qui a besoin qu'on s'occupe d'elle. Chaque jour, comment est-ce qu'on fait tous les 2 pour se retrouver ne serait-ce que 20 minutes? Je suis raisonnable, 20 minutes. Mais comment, voilà, on arrive à se retrouver assis l'un en face de l'autre, juste pour se parler, se demander des nouvelles, se donner des nouvelles? Comment est-ce que dans le week-end, on arrive à se consacrer, peut-être une soirée? On a beaucoup de sollicitations, sociales, mais on se dit: «Bah non, en fait, vendredi soir, fin de la semaine, moi j'ai besoin de te retrouver, j'ai besoin de te parler, donc ça sera pour nous 2». Et on n'est pas obligé de sortir, on se met dans son salon. Comme je disais tout à l'heure, on installe une ambiance et on se retrouve. Comment est-ce que ce mois-ci, on arrive à s'échapper 24 heures? Comment est-ce que cette année, on va pouvoir partir 4-5 jours tous les 2? C'est quelque chose qui est, dans les gens que vous rencontrez, est répandu ou très, très rare? Je dirais pas très, très rare, je ne dirais pas répandu non plus, mais je dirais qu'au contact, d'Amour toujours et à mon contact, je l'ai converti, et ça, mais parce qu'en fait, du coup, je communique. Quand on part tous les 2, je communique un peu, parce que je me dis que c'est aussi mon rôle de montrer ce qu'on peut vivre dans ces moments-là, et en fait, et ben, ça fait envie, et on se dit: «C'est tellement bon de prendre du temps tous les 2. Vous savez que vous partez 48 heures ce week-end. Eh bien, dès le lundi, vous allez commencer à y penser. Vous allez vous projeter. Vous allez peut-être vous mettre des petits messages tous les 2 pour commencer à faire, monter un peu la tension, positive de ce week-end. Vous allez imaginer ce que vous allez porter. Vous allez faire votre valise. Peut-être que vous allez, pourquoi pas, passer chez le coiffeur juste avant.
Voilà, vous allez préparer tout Mais ça. certains vont Donc, vous dire on n'a plus 15 ans. On n'a euh, plus 15 ans. On va. mais même à 40 ans. Vous me rappelez le rendez-vous avec mon amoureux quand j'avais 17 ans. Eh oui. Mais Et est-ce pourquoi que- ça ne marcherait plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, à notre âge, on n'aurait pas le même palpitant quand on a un rendez-vous avec celui ou celle qu'on aime qu'on l'avait à 17 ans? Je pense Alors je que vais c'est faire même l'avocat encore du plus diable fort. parce qu'on a le boulot, parce qu'on a les enfants, parce que il faut faire les courses, parce que Non, Non. Ah. je rejette tout. Je rejette tout. Priorité, on a toujours des solutions. Si on veut ne pas avoir de solutions, on n'en voit pas. Si on veut trouver des solutions, on en trouve. Mais vous savez très bien le faire pour vos enfants, vous savez très bien le faire pour votre travail, vous savez très bien le faire pour votre boss. Mais on ne sait pas le faire pour son couple parce qu'on se dit que notre couple, il n'a pas besoin de ça. Ben, c'est faux. Notre couple, il a besoin de moments, il a besoin qu'on le fasse vivre et vibrer aussi. vous les organisez à tour de rôle. Ouais, bah, bon, de la semaine, c'est classique, hein, mais nous, en fait, on dîne tout le temps que tous les deux. On ne dîne pas avec nos enfants, on est avec eux autour de la table, on leur prépare à manger, on discute, on vit le moment avec eux, mais on ne dîne pas. Parce que comme ça, en fait, nous, c'est notre rituel, on parlait de rituel tout à l'heure, on est sûr de se retrouver. Parce comme on doit manger de toute façon, on est sûr qu'on mangera tous les deux, qu'on aura ce temps vraiment de partage. Donc ça, on peut dire que c'est un rituel. Moi, c'est mon langage d'amour, c'est les moments de qualité. Donc, parfois, quand j'en manque, je sais lui dire « Oh, oh, Arnaud, là, il faudrait que tu prévoies quelque chose. » Mais voilà, je le sais, moi, c'est mon langage, donc c'est facile pour moi d'en organiser. Lui, c'est pas le sien. Mais savoir faire un petit rappel à l'autre, et c'est pas grave que je lui fasse un rappel, parce que, voilà, il va s'y mettre, il va le faire. On a chacun nos talents, on a chacun, voilà, faut savoir. La troisième clé, c'est faire équipe. Mm. Alors c'est quoi faire équipe? Faire équipe, eh bien, c'est avancer main dans la main. C'est ce qu'on fait au début d'un couple. Et après, on a plus tendance à être l'un contre l'autre plutôt que d'être l'un avec l'autre. Eh ben non, c'est d'être l'un avec l'autre pour vivre ou parfois même affronter le quotidien. En fait, c'est l'idée de se dire, je suis là pour toi, tu es là pour moi. Mais réellement, en fait, c'est pas juste des mots, c'est on le vit comme ça. On est soudés. On est là l'un pour l'autre et si tu défailles, je suis là. Si cette semaine, eh ben, pour toi, il y a une charge professionnelle qui est plus importante, tu me le dis. Par contre, tu me le dis. Parce que si tu me le dis pas, c'est dans un couple, on croit toujours que l'autre doit tout deviner sous prétexte qu'il nous aime. Ça, non, ce n'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Donc, tu me le dis et je prends le relais cette semaine. Vous voyez, donc, c'est vraiment de mettre aussi en commun, parce qu'on peut faire équipe donc dans le quotidien, mais aussi d'un projet qu'on met en place. Je ne sais pas, un déménagement, un achat immobilier, une organisation de vacances. Eh ben, on fait la liste, on connaît chacun nos talents. On se dit, bah voilà, toi, t'es bon là-dessus, donc tu prends ça en main. Moi, je préfère faire ça, donc voilà, je m'en occupe. Mais ça demande de se retrouver, de passer du temps à deux, de s'écouter, de se connaître l'un l'autre. Voilà, ça demande tout ça, de faire équipe. Il y a aussi une autre clé qui est faire du couple une priorité. Faire de son couple une priorité, c'est de se dire, et ça rejoint un peu le temps à deux, c'est de se dire en fait, dans la semaine qui arrive, dans le week-end qui arrive, à quel moment on octroie du temps pour notre couple. C'est même pas à quel moment, c'est quel moment on octroie à notre couple. En fait, je dois toujours avoir mon couple en ligne de mire pour lui donner du temps. Parce que si on n'a pas ça, le couple, il passe toujours en dernier. Nos enfants passeront avant, notre travail passera avant, notre vie sociale passera avant, et le couple, c'est le dernier servi. Ça ne fonctionne pas. Et donc, dans une organisation de famille, dans une organisation de vie, eh bien, c'est de se dire, notre couple, il a besoin qu'on lui accorde de vrais moments. Donc, ce n'est pas grave si dans l'année, il y a quelques jours où on ne part pas en vacances avec nos enfants. Après, quand je dis ça, il y a des couples qui me disent, nous, on travaille vraiment beaucoup, on rentre à 20h chez nous le soir, on ne voit pas nos enfants, donc les vacances, c'est sacré pour passer du temps avec eux. Certes, mais comment est-ce que vous pouvez faire, pour le coup, pour peut-être rentrer un peu plus tôt, passer davantage de temps avec vos enfants et vous accorder au moins 4-5 jours à deux dans l'année. Et sachez que vos enfants, ils ne vous en voudront jamais de ne pas partir avec vous sur ce séjour-là, parce qu'ils seront extrêmement sécurisés de voir leurs parents amoureux partir à deux. Donc sur les plus petits, parfois, ça peut être un peu au moment du départ une petite comédie, mais ça, il faut passer vraiment par-dessus et se dire qu'au fond d'eux, ils sont rassurés de vous voir, heureux même de vous voir partir à deux. Et la dernière clé, c'est quoi? La volonté d'aimer. Ouais. C'est plus une clé qui arrive dans les moments de crise, quand on a tendance à oublier pourquoi on s'est choisi, pourquoi on s'est dit oui, ce à quoi on s'est engagé.
En fait, tout est tellement naturel quand tout va bien, qu'il n'y a pas une vraie volonté de s'aimer parce que c'est facile, parce que le sentiment amoureux, il est comme ça, il est bon. Mais quand on est davantage dans une crise, dans une souffrance, et ben, aimer, ça peut demander à ce qu'à un moment donné, on pose une décision en se disant: «Moi, j'ai fait ce choix de t'aimer quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, j'avoue que j'en ai pas très envie parce que tu m'agaces, parce que tu m'as déçue, parce que tu m'as blessée, parce que moi je ne vais pas bien. Donc je n'ai pas la ressource en moi pour te donner l'amour que tu mérites et que je devrais te porter. Voilà, tout ça n'y est plus. Mais malgré tout, je me suis engagée. On s'est dit oui. Donc j'ai cette volonté de t'aimer encore. Et en fait, de se dire ça, ça veut dire que derrière, on va être incité à mettre en place des moyens assez forts, quand on en est là quand même, assez puissants, pour retourner, se remettre dans notre relation. Et quand ça ne suffit pas, quand il y a plein de couples qui nous écoutent, plein de femmes qui sont arrivées à une impasse, les moments à deux, c'est bien, les projets, c'est bien, mais il y a des moments de la vie où plus rien n'est possible. On fait Alors à ce moment-là. on ne perd pas de temps et on se fait aider. Il y a une journaliste hier qui me demandait quel est pour vous le signe d'une crise dans un couple. Et je disais, pour moi, le premier signe, c'est quand il n'y a plus de joie à être dans son couple. Quand il n'y a plus l'envie le matin, quand on se quitte, de se retrouver le soir. Et ça doit être un premier signe. Mais c'est un signe qui, quand on le détecte, laisse encore tout possible derrière. Donc, surtout, il ne faut pas agir trop tard. Il ne faut pas attendre d'en être trop loin dans notre crise pour agir. Donc, dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'y est plus, et parfois d'ailleurs, ce n'est même pas le couple qui est responsable en soi de cet état de mal-être ou de souffrance dans lequel on est. C'est souvent quand même, c'est très intérieur et ça nous est personnel. Mais bon, quand il y a des signes comme ça, c'est tout de suite se faire aider. Il y a des très bons professionnels. Peut-être que parfois, que 3 séances suffiront, mais il faut les faire en fait. Parce que le fait d'avoir un professionnel extérieur qu'on va faire intervenir dans notre couple, eh bien, ça va nous aider à poser un regard différent sur ce qu'on vit, à nous ajuster, à nous écouter et puis peut-être d'aller détecter ce qui vraiment ne va pas en profondeur. Ce qu'on voit beaucoup hein, dans les quarantenaires, dans les cinquantenaires, tout ce qui n'a pas été résolu plus jeune au moment justement de la mise en couple et de l'engagement, et ben, ça ressurgit. Clairement. Donc moi, j'incite beaucoup les jeunes couples qu'on suit à essayer de rentrer le plus sain possible dans leur couple. Qu'est-ce qui contribue à l'usure du couple, justement? La routine, le manque d'investissement dans son couple, les croyances limitantes, se dire, un peu comme vous disiez tout à l'heure, quand, vous m'avez dit: «Oui, mais là, ce que vous dites, enfin, on n'a plus 17 ans», vous voyez? Mais ces croyances-là, en fait, se dire: «C'est plus pour nous, on a passé l'âge, tu sais que je t'aime, j'ai plus besoin de te le dire, j'ai plus besoin de le montrer, de te le montrer. La tendresse entre nous, bon, bah, un regard suffit». En fait, toutes ces croyances limitantes qui font que on désinvestit notre couple. Alors, à côté de ça, il peut se renforcer sur une solidité, sur une connaissance, aiguë l'un de l'autre, quelque chose d'assez infaillible, en cas de souffrance, en cas de problème, dire: «Bah, oui, je serai là pour toi». C'est tout ça, effectivement, dans un couple qui avance ensemble, qui mûrit ensemble, de façon sereine, c'est des choses qui se renforcent et qui sont belles. Mais ça ne justifie pas qu'on enlève au couple tout ce qu'il fait, vibrer aussi. Parce que le couple, il a besoin de ça. Il a besoin de joie, il a besoin de gaieté, il a besoin de vibrations, il a besoin d'excitation. Le couple a besoin de ça aussi. Est-ce que l'arrivée des enfants peut tuer le couple? Est-ce que vous-même, vous avez vécu ces baby clash au moment de l'arrivée des enfants? Moi, quand, j'ai accouché, pour le coup, mes enfants sont grands maintenant, on n'entendait pas du tout parler du baby clash. Donc je pense que le fait de ne pas en avoir entendu parler, je ne l'ai pas prévu, je ne l'ai pas prémédité presque. Donc je suis très contente. Je ne dis pas que ça n'existe pas, attention. Il y a des femmes pour qui vraiment, des couples, pour lesquels vraiment c'est une épreuve. Mais à force en fait de trop en entendre parler aussi, on en fait quelque chose d'inévitable. Et puis à la moindre crise, juste après la naissance du bébé, ah bah ça y est, baby clash. Donc là, on commence à lire des articles, à en parler à ses amis, et puis on monte tout en épingle plutôt que d'essayer d'apaiser les choses. Pour moi, il y a 3 dangers. Les 3 dangers du couple, c'est l'égoïsme, la routine et les enfants. Parce que les enfants, ils vont avoir cette faculté à prendre beaucoup de notre énergie,
a joué énormément sur un peu cette corde sensible de la parentalité. On a envie d'être des parents parfaits, des parents dévoués. On a envie de faire de nos enfants les meilleurs, à qui on donne toutes les chances de réussir, d'être bons dans leurs loisirs, d'avoir de belles amitiés. Et donc pour ça, on est prêt à sacrifier beaucoup. Pour moi, le calcul, il n'est pas bon du tout parce que, en fait, des enfants seront heureux, épanouis, avanceront en confiance si leurs parents, leurs géniteurs, sont heureux, avancent en confiance, sont bien dans leur vie. Je n'aime pas quand j'entends, vous voyez, parfois des interviews d'acteurs, de chanteurs, ou même dans les paroles de chansons, qui disent à leurs enfants, tu es tout pour moi, tu es toute ma vie, tu fais mon bonheur. Ben non, en fait. C'est beaucoup trop de responsabilité et de charge émotionnelle que l'on fait porter sur nos enfants. On ne fait pas nos enfants pour nous. Ce ne sont pas nos piliers, ce ne sont pas le centre de notre vie, de notre bonheur. Non. Moi, je m'appelle Swazik, j'ai ma vie, je me construis, je fais en sorte d'activer mes petits bonheurs tous les jours, d'être heureuse, et par ça, je rayonne et je partage ça avec mon mari, avec mes enfants. Bien sûr que le fait qu'ils soient bien contribue à mon bonheur. Mais en tout cas, moi, mon bonheur, je ne veux pas le faire dépendre d'eux. Et je veux qu'ils puissent avoir cette liberté, justement, de partir en étant serein et de ne pas avoir cette pression en se disant mince, si je pars ou si je vais pas bien ou si mes parents ne vont pas aller bien. Enfin, voilà, je trouve que c'est important de remettre bien les enfants à leur place. Surtout quand ils commencent à partir. Mm. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la famille, le couple voit ses enfants partir et il faut se retrouver à ce moment-là. Comment est-ce que ça peut se passer? Oui, alors vous voyez, je vous dis ça. Donc moi, je ne me suis pas placée comme mère à tout prix, mais il n'empêche que mes deux aînés viennent de partir l'un après l'autre de la maison. Et ça a été pour moi un crève-cœur. Vraiment, je n'ai pas du tout aimé qu'ils s'en aillent. Donc, comme quoi, en fait, de ne pas placer ses enfants au centre, ça n'empêche pas de leur porter un amour immense et que quand on les voit partir, eh bien, voilà, on est KO pendant 2 jours au fond de son lit à pleurer. Alors là, pour le coup, mon mari, il a dit « Mais oui, partez, faites votre vie, je suis très heureux. » Et donc, pas du tout la même façon de réagir. Moi, je pense qu'il y a un côté aussi très féminin quand même et très masculin. Mais oui, de pouvoir se dire, justement, on n'a pas construit nos vies autour de nos enfants. Donc en fait, ils vont avoir cette liberté de partir quand ce sera le moment, de partir sereinement. Et puis nous, quand ils ne seront plus là, notre couple, nouvelle vie, ce ne sera pas un problème, puisqu'en fait, on n'aura pas rompu le lien. On aura eu des projets tous les deux, on sera partis en vacances ensemble, on aura cultivé tout ça, on aura peut-être traversé des épreuves en faisant équipe, on aura cultivé tout ça. Donc quand nos enfants ne seront pas là, ne seront plus là, on saura comment se retrouver, comment occuper nos journées, et puis on attendra d'être d'heureux grands-parents. Vous parliez tout à l'heure des jeunes couples qui s'engagent. Est-ce que dans les jeunes que vous voyez, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une difficulté des jeunes d'aujourd'hui à s'engager, et pourquoi? Une volonté, ça c'est sûr. Une peur, oui, parce qu'ils ont quand même des modèles autour d'eux, de couples, soit leurs parents, soit les amis de leurs parents, qui effectivement se séparent. Donc ça leur donne pas forcément toutes les clés pour croire en un amour durable. Et pourtant, et vous l'avez dit dans votre introduction, c'est ce à quoi nous aspirons tous. Donc il leur faut quand même des marques de confiance où ils puissent se dire eh bien oui, en fait, c'est ça que je veux et c'est ça qui est possible. Et moi, c'est vraiment mon message avec ce média et avec les outils. Et c'est là où j'ai cette volonté de changer l'image que l'on porte sur le couple aujourd'hui, avec vraiment cette idée que c'est passager. Alors peut-être passager sur 10, 15, 20 ans, mais que c'est passager. Et alors justement, pourquoi est-ce que les couples qui durent, je le disais au début, on le redit, ne sont pas valorisés? Et pourquoi est-ce qu'on voit plutôt dans le métro, partout, des publicités pour les sites de rencontres extra-conjugales qui semblent faire le buzz? La rupture, l'infidélité, tout ce qui est plus croustillant, fait vendre davantage que ce qui est beau, que ce qui est durable. Voilà, il y a vraiment, je pense qu'il y a une histoire très économique là-dessus, très business. Parce que finalement, quand on retourne à la source et qu'on interroge les personnes, elles ne rêvent pas d'infidélité, elles ne rêvent pas de tromperie, elles ne rêvent pas d'histoire de quelques jours ou d'histoires qui s'enchaînent. Elles rêvent d'un amour durable. Mais
on a tellement en fait brouillé les pistes, brouillé le message que il y a plus vraiment d'espoir. Et puis on a rendu aussi les choses difficiles, les rencontres plus difficiles avec les applications de rencontres. Donc maintenant, il y a vraiment une génération, j'allais dire les 35, 30-40 ans. Moi, je connais pas mal de jeunes femmes qui ont vraiment du mal à rencontrer l'amour. Parce que les sites de rencontres, c'est plutôt des rencontres passagères, c'est ça? Des rencontres passagères, ouais, des rencontres passagères et où on perd aussi toute cette magie, de la vraie rencontre qui apporte tellement au couple. Enfin, un début d'histoire va tellement nous porter pour la suite. Là, j'invite, tous vos auditeurs, par exemple, quand ils vont se retrouver, ce soir, ensemble, c'est de se rappeler leur rencontre. Ce qui, les premiers émois, ce qui nous a fait craquer, l'un chez l'autre, ce qu'on a aimé, ce petit détail dont on se souvient. C'est tellement bon pour le couple et ça, c'est vrai que les applications de rencontres, quelque part, elles enlèvent quand même cette magie, quoi qu'on en dise. Hein. Moi, j'ai des amis qui se sont rencontrés comme ça, qui sont très heureux, et tant mieux, évidemment. Mais quand même, ça n'a pas aidé sur la rencontre. Et le côté zapping, ça a encore moins aidé. Comment on entretient le désir dans un couple? En fait, il faut s'investir dans son couple. Il faut être créatif pour son couple. Il faut se donner rendez-vous. Ça, c'est très bon. Pour le couple, souvenez-vous à vos débuts, quand vous aviez rendez-vous avec l'autre, vous retrouviez à un endroit, vous étiez préparé avant, vous aviez tout fait pour que le premier regard, hop, il y ait cette étincelle et qu'ils se disent pas, oh non, finalement c'est pas elle, mais ah ouais, vraiment elle est belle. Tous ces petits détails, en fait, il faut les maintenir. Donc, vous pouvez tout à fait. Moi, j'aime beaucoup ça. Quand je vous dis, je donne des idées simples et efficaces. Mais vous donnez rendez-vous avec votre femme ou votre mari, votre conjoint, dans un restaurant, soit un nouveau, soit un restaurant qui vous rappelle quelque chose, et vous y arrivez chacun de votre côté. Vous n'êtes pas vus avant et vous avez pris vraiment comme un premier rendez-vous. C'est peu de choses, mais déjà, il se passe quelque chose. Oui, c'est toutes ces petites choses-là. C'est d'en parler aussi. Si aujourd'hui, on sent que le désir est moins présent entre nous, on se pose et on en parle, en fait. D'où ça vient? Pourquoi? Qu'est-ce qui me manque? Ça, c'est bon d'entendre l'autre dire, tu sais, ça me manque, en fait. Il y a beaucoup moins de séduction entre nous. Je sens que tu t'apprêtes moins. Moi, je me sens moins bien dans ma peau, donc moins disponible pour toi. Vous voyez, pouvoir se dire toutes ces choses-là. Ça veut dire qu'on a conscience de quelque chose et qu'on a envie de quelque chose. Donc c'est vraiment un premier point. Mais surtout pas de phrases du type on a passé l'âge, ce n'est plus pour nous, on n'a plus besoin de ça. Parce que soyez sûr que l'homme ou la femme, dans la rue, quand il voit passer quelqu'un d'apprêté, de beau, qui dégage quelque chose, ça nous fait toujours, on est humain. Donc dire c'est plus pour nous, il faut se méfier de ça, je crois. Merci beaucoup. On va passer à une dernière partie de notre entretien, si vous voulez bien, un peu plus rapide de questions et réponses. Si vous deviez qualifier d'un mot votre engagement, ce serait? Solaire. Est-ce qu'il faut tout se dire dans un couple? Non. Pourquoi? Parce qu'il faut garder une part de mystère. De quoi le monde manque-t-il le plus? De beauté. Quel est le lieu qui vous ressource? La nature. Et quel est votre prochain rêve, Swazik? Faire vraiment d'amour toujours un énorme média de référence et de beauté au service de l'amour et des couples. Merci beaucoup, Swazik Asselnarach. Je Merci rappelle à que vous. vous êtes rédactrice en chef du média Amour Toujours, que vient de sortir en poche les 5 clés de l'amour durable aux éditions Erol, que vous faites des podcasts. Merci d'être venue parler au micro des engagés. Merci pour votre invitation.